Je suis Daniel Carlier, propriétaire de la maison du 76 rue Martel, c'est-à-dire la rue du Pont. Cette maison-là est une maison avec un toit mansard. Du nom de Mansart vient de l'architecte français François Mansart, qui a popularisé ce type de toiture-là au XVIIe siècle, sous Louis XIII et sous le Louis XIV, au début du règne de Louis XIV. Et puis ce style-là est revenu à la mode sous Napoléon III, au XIXe siècle en France. Et puis on a appelé ça aussi le style Second Empire. Alors, Napoléon III se fait nommer une nouvelle fois empereur le 2 décembre 1851. Alors, son nom, c'est Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Alors, c'est le neveu de Napoléon. Alors, ce modèle-là va être très répandu dans toute l'Europe. Et puis, Paris étant la capitale culturelle de l'Europe, ben, les architectes états-uniens puis du Canada vont aller étudier l'architecture à Paris. Et puis, ils vont rapporter ce modèle de maison-là qu'ils vont diffuser aux États-Unis puis au Canada. Alors, le type de toit est caractérisé par il est en deux sections. La partie haute est une partie à faible pente, très faible pente. Et puis par après, le toit coupe et là on a une forte pente qui est presque à 90 degrés et puis qui va descendre avec une pente qui va faire une courbe dans le bas du toit. Alors ça va donner un avantage qui est très intéressant. C'est que ça permet d'occuper presque toute la surface du grenier. Alors, et ça va par contre obliger à faire au centre du toit un petit grenier qui est très peu élevé et pas très grand. Alors, pour pouvoir assurer la fonction de l'isolation et puis de maintenir Par contre, comme je vous dis, c'est le grand avantage, c'est de pouvoir vraiment occuper pratiquement toute la surface du grenier. Alors, on va mettre... et puis, une autre chose qui va caractériser ce style-là, c'est une symétrie, là, mais vraiment absolue. Alors, tout est sacrifié au profit de l'apparence et de la symétrie. Alors, il faut vivre dans une maison comme ça pour savoir c'est très difficile de disposer les meubles à cause de ça. Alors, finalement, ici, au Canada, le style va commencer à se répandre un petit peu avant 1870. Et on va avoir encore là deux versions. Alors, c'est une version plus bourgeoise qui suggère un cottage ou une villa, le toit à 4 versants, c'est-à-dire 4 hauts. Et puis une version plus modeste, un toit à 2 versants, souvent aussi plus rectangulaire. Et puis 2 versants aussi, des fois qu'on va retrouver, en ville, on va retrouver avec le fronton, la partie la moins large qui fait face à la rue. Alors, comme on dit, le pignon sur rue. Alors, ça a l'avantage de pouvoir utiliser le maximum de l'espace des rues principales dont le tissu urbain se densifie. Alors, vous voyez, sur ce terrain-là, ben, finalement, le propriétaire, Georges Garneau, qui l'a fait construire, qui était cellier, ben, pour sa maison, il va utiliser le 4 versants. Et puis, pour l'atelier, ben, il va utiliser un style qui coûte un peu moins cher, le 2 versants. Et puis, la sellerie, parce que lui, il faisait des selles et des harnais pour les chevaux. Un métier comme
un métier qui était très répandu en bourse, qui était une spécialité de la bourse, parce que finalement, on allait vendre des harnais, et on vendait aussi, on fabriquait aussi beaucoup de voitures pour les chevaux. Alors ça, c'était une autre spécialité qui était exportée à l'extérieur de la région. Alors, et on a aussi vendu beaucoup de chevaux. On était des maquillons, alors très souvent. Alors, ça, c'est des activités qui avaient été favorisées à Saint-Joseph par l'arrivée du palais de justice qui amenait une circulation de population qui venait ici pour des procès. Et puis finalement, ben, ça avait favorisé ce commerce-là. Puis en même temps, ça a aussi été favorisé par le chemin de fer qui, un bout de temps, s'est arrêté à Saint-Joseph. Alors, la maison était... derrière la maison, il y avait une cuisine d'été qui était aussi à un toit à 2 versants. Et puis derrière la cuisine d'été, au fond du terrain, il y avait eu une grange qu'on avait construite à 2 versants. Et puis par après, on a construit un hangar pour réunir la grange et la cuisine d'été, si bien que ça a donné un alignement de bâtiments à la manière de la Nouvelle-Angleterre, qu'on retrouve beaucoup quand on va là, quand on franchit la frontière, là, qu'on va en Nouvelle-Angleterre, on voit beaucoup de ce type de bâtiment-là. Parce que les Français les francophones avaient plus tendance à faire des bâtiments séparés. Tandis qu'en Nouvelle-Angleterre, c'était... Et ça s'explique parce que Georges Garneau, toute sa famille était partie pour les États-Unis. Alors, il y a seulement lui qui était resté au Canada. Fait que j'imagine qu'il a dû aller voir ses parents et puis probablement qu'il a vu ces alignements de bâtiments en continu et puis qu'il a rapporté cette façon de faire-là. Il y a un autre détail qu'il y a sur la maison, rappelle cette façon de faire-là, c'est que il y a une très large galerie couverte qui n'était pas là à l'origine. Alors, il y avait une galerie moins large, et puis qui n'avait pas de toit. Et puis, avec le temps, ben là, justement, il a construit une large galerie de 6 pieds de large, et puis avec des colonnes doriques, et puis une balustrade avec des gros barotins, en fait on dit des balustres. Alors tout ça c'était une façon de faire qui venait des États-Unis. Et puis la galerie probablement a été rajoutée dans les années 1920 à peu près. Alors, et puis la maison voisine aussi a été transformée parce que les deux maisons étaient très semblables. Parce que, en plus, c'est que la deuxième épouse de Georges Garneau, qui s'appelait Angelina Clich, qui était la fille de Vital Clich et de Sophie Clich. C'était ses voisins, Vital et Sophie. Et puis, finalement, ben, eux avaient construit dans le même style. Alors, à l'origine, les deux maisons étaient très semblables. Et avec le temps, ben là, ils se sont embourgeoisés. Et puis, on a vu apparaître là, des lucarnes, des tourelles, et puis des décors qui ont fait que bon, ça représentait cette richesse nouvelle. Alors, Georges Garneau a fait son apprentissage de sellier sur la côte du Passage à Lévis. Alors, il y avait 50 cents par mois pour être apprenti. Et puis, il était logé, nourri et raccommodé. Alors, pour 50 cents par mois. Alors, je pense que faut dire que l'argent valait plus cher, là, mais c'était quand même pas le Pérou. Alors, c'était la méthode du temps là, de l'apprentissage chez un maître qui connaissait le métier. Et puis lui-même fera la même chose plus tard à Saint-Joseph, dans la sellerie. Il va avoir des apprentis dans ça. Et puis il va avoir plusieurs apprentis qui vont travailler dans cet atelier-là. Et puis plusieurs
cordonniers et selliers seront formés chez lui. Alors, quand Georges Garneau arrive ici, il est marié à Victorine Bergeron. Alors, et puis elle va mourir. Lui, il arrive à la maison, le terrain est acheté en 1872. La maison, on croit qu'elle a été construite en 1873. Et sa première épouse meurt en 1880 à l'accouchement d'un enfant. Et puis il va se remarier avec la fille du voisin. Et puis Angelina Clich. Et puis finalement, quand il va vivre très longtemps, parce qu'il est mort en 1943, à 89 ans, 5 mois, il était le plus vieux citoyen de Saint-Joseph. Il a été maire pour Saint-Joseph de 1898 à 1901. Et puis ça a été aussi avant l'arrivée des banques et des caisses populaires, mais je sais qu'il a prêté de l'argent comme plusieurs bourgeois du village de Saint-Joseph le faisaient. Comme il n'y avait pas de banque et de caisse populaire, ben, il prêtait de l'argent à du monde.